nous sommes donc dans la journée mondiale de l'Afrique, qui est si peu connue. Et je ne sais pas si vous aviez déjà eu à célébrer cette journée par le passé. Et on aimerait savoir ce que ça vous a inspiré par le passé, ce que ça peut vous inspirer à partir d'aujourd'hui. Et surtout, quels sont vos sentiments par rapport aux acquis, aux défis de l'Afrique durant ces 50 dernières années. Voilà. Merci, Marie. C'est un plaisir de me joindre à la célébration de la journée mondiale de l'Afrique. Dans le passé, pas célébré formellement, parce que pour moi, l'Afrique c'est une célébration quotidienne de tous les jours. C'est notre continent, un continent qui est riche de sa diversité, qui est riche de sa population, qui constitue un peu plus de 16% de la population mondiale, et qui est riche aussi de sa jeunesse, qui constitue un peu plus de 60% quelques 60% de la population totale du continent. Donc, c'est une célébration, pour moi, qui se fait au quotidien. Nous croyons à l'Afrique parce que c'est notre continent, c'est le berceau de l'humanité. Cheikh Anta Diop l'a bien démontré. Et l'ancien directeur général de l'UNESCO, Amadou Makambo, aime dire que les Africains sont à l'origine de cultures originales, très riches, qui se sont perpétuées, épanouies dans le temps et dans toutes ses formes. Donc, il est extrêmement important de pouvoir valoriser cette Afrique qui peut grandement contribuer à l'atteinte des objectifs du développement durable. Et l'ICESCO, comment s'engage cette institution continentale par rapport à ces défis dont je vous parlais tout à l'heure? L'ICESCO est en fait une institution intergouvernementale qui regroupe 54 États des différents continents et qui travaille sur l'éducation, les sciences et la culture, et sous toutes ses formes. Et quand je dis l'éducation, c'est l'éducation sous toutes ses formes et à tous les niveaux. Et l'ICESCO accorde une priorité extrêmement importante à l'Afrique. Priorité du point de vue de l'assistance que l'organisation apporte aux pays membres, et surtout dans ces contextes, par exemple, de crise de Covid, qui est en fait non seulement une crise sanitaire, mais également une crise humanitaire. Et par rapport à l'importance que l'organisation accorde à l'Afrique, des appuis de taille sont en train d'apporter, par exemple, du point de vue humanitaire. Où présentement, les 10 pays les plus affectés, par exemple, par le Covid, ont reçu une assistance humanitaire en termes de distribution de vivres, de produits d'hygiène, de produits pouvant renforcer la prévention des communautés contre l'épidémie, et également du point de vue de l'éducation, de l'appui à l'éducation à distance, de l'appui à la culture. Donc, à travers toutes ces, à la mesure de ces moyens et de sa politique, l'organisation accorde une importance capitale à l'Afrique dans les contextes normaux et particulièrement dans ces contextes de crise et de vulnérabilité. Et d'après vous, comment pensez-vous que l'ICESCO pourrait contribuer à une meilleure unité de l'Afrique, entre l'Afrique qu'on appelle du Nord et l'Afrique au sud du Sahara? Comment peut votre institution, par sa contribution, construire vraiment des ponts pour que l'Afrique puisse arriver à sa plénitude de continent et ne soit pas comme ça satellisée en bloc et qui ne travaillent pas ensemble, parce que si on n'arrive pas à faire en sorte que ces blocs puissent se réconcilier et travailler ensemble, je ne crois pas que l'on va pouvoir arriver à cette unité africaine que nous appelons de nos voeux depuis plus de 60 ans. L'organisation a une existence de 37 ans avec 54 États, et 54 États dans une dynamique d'approche holistique, mais également dans une approche de renforcement des humanités. L'actuel directeur général de l'ICESCO, Dr Salim El Malik, aime dire rappelle toujours en fait dans ses interventions
que l'organisation travaille pour qu'on ait one world, un monde uni, uni de par sa diversité, mais également uni de par, comment dire encore, des valeurs et principes de l'islam tels que la solidarité, tels que l'entraide, la cohésion sociale. Donc, tout ce qui peut contribuer en fait à la cohésion sociale, les ESCO travaillent là-dessus. Et à ce propos, dans notre entendement, dans notre approche, en fait, on tient compte à coup sûr des réalités des pays selon, comment dire encore, selon l'existence, selon les spécificités, mais du point de vue de l'approche globale, on est pour vraiment un monde, une humanité forte avec des principes d'égalité et de, comment dire, encore de solidarité tel que j'ai tantôt dit. Et du point de vue de l'importance que l'organisation aussi apporte à l'Afrique, cette importance se sent également du point de vue de la qualité et du nombre des ressources humaines africaines qui sont au sein de l'organisation. Quand je dis africaine, je parle de l'Afrique subsaharienne. C'est-à-dire qu'on est une Afrique. Et quand on parle d'une Afrique, il est vrai qu'on a l'Afrique du Nord, l'Afrique de l'Est, on a les différents pôles régionaux, mais du point de vue de l'approche, c'est une approche vraiment holistique qui tient compte, en fait, qui vise à contribuer à l'accélération du développement du continent. Et cette accélération, au niveau de l'organisation, on le sent à travers les différentes contributions que l'organisation apporte, justement pour la mise en œuvre de l'agenda 2063. Et à ce propos, l'ISESCO a mis en place récemment une initiative que nous appelons les sociétés que nous voulons. C'est un nouveau projet que nous avons, un nouveau projet de société en fait que nous avons lancé dans le cadre de cette vulnérabilité que le monde vit, que la communauté africaine vit dans ce contexte de Covid. Et ce projet vise en fait à mettre en place des sociétés plus prospères, des sociétés plus inclusives, des sociétés plus durables, mais également des sociétés plus justes. Et c'est la raison pour laquelle nous avons développé un ensemble de programmes justement pour réduire, comment dire encore, les exclusions socio-économiques, pour renforcer comment dire encore, le leadership des femmes, pouvoir apporter tout un ensemble de paquets d'interventions justement pour que l'Afrique puisse disposer d'une population en bonne santé. Et pour nous, en bonne santé, ça a une triple dimension. En bonne santé, c'est la santé physique d'abord, et c'est la santé mentale du point de vue de l'approche psychosociale, mais également c'est la santé nutritionnelle. Nutritionnelle pourquoi? Pour vraiment lutter contre tous ces fléaux qui frappent malheureusement le continent et qui renforcent les vulnérabilités quand on pense à la malnutrition qui frappe les pays, je veux dire, les pays africains, surtout dans le bassin lacal au niveau du Sahel. Donc, on a un ensemble d'interventions justement qui visent à apporter, comment dire, un peu d'assistance ciblée au pays en fonction de la réalité et en guise de contribution à l'atteinte des objectifs de l'agenda de 2063 pour l'Afrique. Merci infiniment parce qu'en fait, vous avez touché à un certain nombre de domaines dans lesquels l'Afrique devrait effectivement capitaliser, mutualiser pour arriver à une unité dans le continent. Et tout à l'heure, d'ailleurs, on échangeait avec une Marocaine qui disait que c'était inadmissible qu'en 2020, il y ait autant d'enfants qui meurent de malnutrition, qui meurent de faim, etc. Et donc, c'est parfaitement dans les lignes qu'il faudrait pour arriver à éradiquer un certain nombre d'éléments qu'on utilise pour dire que l'Afrique est pauvre alors que l'Afrique est riche. L'Afrique est riche à tous les points de vue. L'Afrique est riche historiquement, l'Afrique est riche du point de vue de son sous-sol, de ses richesses naturelles et humainement. Donc, c'est intéressant de voir qu'effectivement l'ISESCO fait ces efforts-là. Mais dans le contexte de votre projet de la société que l'on veut, compte tenu du fait que, par exemple, en Libye, il y a aujourd'hui des êtres humains qu'on vend, et ces êtres humains, ce sont des Noirs par rapport à l'Afrique, entre guillemets, blanche du Nord. Est-ce que l'ISESCO a des moyens de pouvoir intervenir dans ces domaines-là? On sait qu'en Mauritanie, c'est la même chose, où
peut-être moins aiguë, mais on sait que le système d'esclavagisme existe encore aujourd'hui. Vous savez, en fait, du point de vue de l'approche en tant qu'organisation intergouvernementale, nous sommes pour, bien sûr, le respect comment dire encore, des droits humains. Et nos politiques aussi vont dans le sens de, comment dire encore, renforcer la dignité humaine. Et cette dignité humaine, nous le faisons à travers tout le travail que nous apportons aux États pour renforcer le leadership des jeunes, le leadership des femmes, qui est égalité à tous les niveaux. Et cette égalité, à notre niveau, nous le voyons également du point de vue de l'éducation. Pour nous, l'éducation est un droit qui doit être accessible à tout le monde, sans aucune exclusion ni discrimination. Et ça, c'est quelque chose de très important dans nos politiques. Pour nous, l'éducation, c'est à tous les niveaux. L'éducation doit être sous toutes les formes, aussi bien les formes traditionnelles que modernes, et également du point de vue de, comment dire encore, pour nous, l'accélération aussi du continent, c'est renforcer le pouvoir économique des femmes, c'est pouvoir renforcer, comment dire encore, apporter une meilleure assistance aux plus vulnérables. Et les plus vulnérables, c'est, je veux dire, c'est à tous les niveaux. Donc, juste pour vous dire que nous sommes pour vraiment un principe de développement centré sur l'humain et les humanités. Et quand nous disons humain et humanité, c'est vraiment pouvoir tenir compte des différentes, comment dire encore, vulnérabilités qui peuvent toucher nos communautés, comprendre ces vulnérabilités pour qu'on ait beaucoup plus de résilience. Et pour nous, renforcer la résilience des communautés nous ramène à travailler à tous les niveaux. Et c'est la raison pour laquelle ce projet de société, d'ailleurs, comme je l'ai dit tantôt, qui vise à renforcer, asseoir des sociétés fortes, des savoirs prospères, pacifiques, mais aussi résilience, parce que la résilience est extrêmement importante. Nos sociétés sont confrontées à énormément de chocs. C'est des chocs sanitaires, c'est des chocs sociaux, c'est l'ensemble des vulnérabilités sécuritaires qui secouent l'Afrique, notamment le bassin lacal et par exemple le Sahel, pour ne citer que cela. Donc, nous sommes pour une assistance directe aux États selon leurs priorités, selon leurs réalités, tenant compte bien sûr des agendas globaux internationaux. Merci infiniment. Et maintenant, est-ce que vous pourriez nous donner un avis personnel? Il ne s'agit plus de l'ICESCO, il s'agit d'une Africaine, d'une jeune Africaine, en ce qui concerne cette journée mondiale de l'Afrique. Le message que je lancerai en tant que citoyenne, en tant que femme, en tant que mère, c'est célébrer l'Afrique dans sa richesse, célébrer l'Afrique à travers sa diversité, mais également célébrer la journée mondiale également de l'Afrique doit nous amener à mettre des mots sur les mots qui frappent le continent. Et ces mots, c'est pour moi un des mots les plus importants également qui frappe le continent, c'est l'ensemble des conflits, des vulnérabilités chroniques qui réellement ont un impact extrêmement négatif sur l'ensemble des communautés. C'est la raison pour laquelle nous organisons un webinaire très prochainement, le jeudi 28 mai, sur les questions de paix, de citoyenneté et de résilience. Pour nous, il est extrêmement important que nos gouvernements, en fait, que l'ensemble des acteurs humanitaires, développement, secteur privé, du monde de la recherche, puissent renforcer les synergies justement pour qu'il y ait moins de conflits. En fait, non seulement comprendre les conflits, parce que du point de vue de la direction aussi que je dirige au niveau de l'ICESCO et la direction des sciences humaines et sociales, le rôle également, c'est de pouvoir comprendre ces problèmes qui entravent le développement de nos communautés. Parmi ces problèmes, que je l'ai dit, c'est vraiment les conflits. Comment faire pour qu'on ait plus de paix? Et c'est la raison pour laquelle donc, nous organisons ce webinaire le jeudi prochain sur les questions de paix, de citoyenneté et de résilience dans les contextes de crise et de conflit. Pour nous, les crises en ce moment, c'est cette crise du Covid qui a révélé en fait toutes nos vulnérabilités connues et cachées. Le monde est actuellement fermé. Comment faire justement pour apprendre de cette crise? Comment faire pour que l'humanité ne se mette pas à
à vivre, à accumuler des crises sans pour autant tirer des leçons. Et cette crise du Covid, comme je l'ai dit tantôt, c'est vraiment une catastrophe humanitaire, c'est une crise humanitaire, c'est une crise à tous les niveaux qui doit amener l'ensemble des acteurs à être solidaires, à renforcer, comment dire encore, les programmes de développement autour de l'humain et de l'humanité. Et là, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et l'humain et l'humanité, c'est également tenir compte des vulnérabilités, des couches les plus vulnérables, et pour qu'on puisse parler d'une même voix, afin que qu'on se réveille, en fait, que le monde suive pour un monde, pour une humanité. Ça, c'est vraiment le message que je lance du fond du cœur. Thank you. Bonjour, chers collègues. C'est un plaisir vraiment de vous joindre à cette conversation. Ben, le français est excellent, là, apparemment. Son anglais est très bon, mais bon. Elle joue à l'anglophone là qui prétend qu'elle ne sait pas parler français. Mais c'est vrai, ça fait plus de 10 ans que je n'ai pas parlé français. Bon, ok. Alors, nous sommes réunis, we are here to celebrate Africa Day. There are a lot of people who don't know about it. When I think that almost 90% of the people I contacted would tell me, well, we didn't know about this day. So it's, you are the person who made us become aware that such a day is in existence. And of course, in the future, we're going to see what we can do. So we just had a very interesting conversation with Ramata from ISESCO. I think that you know the organization because you previously were working for UNICEF. So UNICEF Education and so on. So I'm sure that you know about ISESCO. So Ramata— yeah, ISESCO sponsored EFA 1990 in Jomtien. Okay. ISESCO was one of the key partners. Okay. So we had a very interesting conversation with Ramata, who told us about all the excellent initiatives that her organization is developing in Africa. And of course, since she speaks English, now we would like to know about you as a prominent officer from UNICEF, because we met when you were representative of UNICEF in Jordan. Amman, in Jordan. We met in Amman, and it was also a tremendous time. Since then, of course, you came to Dakar as UNICEF, and you retired, and you're still active in your own country. So please, Stanella, can you tell us what you've been doing and what this 57th anniversary of Africa Day inspires you? Well, thank you very much. It's a pleasure to be here to join you in this conversation. Yes, I'm currently chair of the Sierra Leone Teaching Service Commission. I have held this post since 2015. It's going to 5 years now. Well, since I retired from UNICEF in 2008, I was rehired by the organization to go to Iraq. So I spent almost a year in Iraq. I was there to help UNICEF work with partners to restructure their education program. So I was there for about a year in Iraq, 8 months, 9 months. You know, it was a very intense assignment, as you can imagine. And when I came back home from there, I was recruited by the Sierra Leone government as the chairperson of the Teaching Service Commission. So, you know, it has given me an opportunity to see life on the other side of the wall. You know, when I was a UNICEF staff member, I was working with partners, development partners. Now I'm on the side of government. So I am comparing the two experiences that I've had, and
I tell you, it's not very easy when you come back to your own country. Then you know you can be more vocal because it's your country. You can tell them the truth. And this is what I've been doing. And it has not been easy working with some of these development partners. Not easy at all. Because I was fortunate to have been invited to attend the EFA Global Conference on Education in Jomtien in 1990. At the time, I was at the university in Sierra Leone. I was the deputy director of the research bureau at the university, but at the same time, I was working very closely with UNICEF. So I was invited, actually sponsored by UNICEF, to attend the Jomtien conference in 1990. It was after that conference, a few months after, that I was recruited to work as a chief of education for UNICEF in Nigeria. Then immediately after that conference, UNICEF saw it fit to open education positions in developing countries. So I went straight from here to Nigeria. That was my first duty station. You know, I must say that I am very disappointed. Having attended the Jomtien conference in 1990, I've seen the whole trajectory, how education has moved in Africa, and I'm not very happy. This is 2020, and we're still shifting the goalposts. I know Africa has an agenda for up to the year 2063. That's a shame, really, that this is 2020 and we've moved the post to 2063. And we're still talking about less than 100% access to education for our children. Less than 70% completion rate. Quality of education is so poor. We're still struggling with girls' education, despite all the girls' education movement. Still, we're hearing of early marriage, pregnancy, even during the crisis that we had here in Sierra Leone, the Ebola crisis. 11,000 girls got pregnant. So it makes me wonder what has happened to all these initiatives to promote girls' education. And we're still talking about early pregnancy, girls leaving school because they're pregnant. There's something we're not doing right. And when I look at the African countries, I ask myself the question, why is it that we always have to have foreign experts, foreign consultants in our countries? Why is it that we still do not have our own national, local capacities to help? Why is it that collaboration among African countries for education is so poor? I mean, talk about the Africa Day celebrating African unity. But it is not evident here in Sierra Leone. Yet we're invited to Europe Day. We're invited to Commonwealth Day. We're invited to all sorts of other things. But Africa Day, I haven't been invited to any Africa Day here. And I doubt if people know about it here. I feel the division between Anglophone countries and Francophone countries is one that is a real obstacle to African development. It is a real obstacle. This division, it's like a wall, we must break it. How do we break this division? How do we come together as Africans, for Africa, with Africans? I have a lot of trouble with my donor partners here. We're always arguing about one thing or the other. They tell us what we are to do, and I say, no, this is not what we want. This is not what is right for us. If we don't do it their way, they withhold the funds. They don't give us the money. When they give us the money, they tell you this is what the money is for. And I say, no. But if I were president or vice president, I would say, then withhold it, hold your money. Because really, I can see very, very clearly, as I say, I've seen it all since Jomtien 1990. And I know what is good for our country and what will not take us anywhere. With all the investments in education, our children still cannot read and write. We have to get farms to come in, consultants to come in to teach our children in primary 1, 2, and 3 how to read and write. I went to school in my days, we didn't have consultants to teach us how to read and write. Marie, est-ce que ce que nous dit cette année-là a un écho pour vous
est-ce que vous voyez ce qu'elle est en train de dire, évidemment, à Ramata, pour qu'elle puisse nous dire elle aussi ce qu'elle ressent. Mais toi, cette année-là, je reviendrai après sur toi pour que tu me dises, tu peux le dire en anglais ou essayer en français, que tu me dises quels sont, puisque à l'heure actuelle, tu travailles pour ton propre gouvernement après la retraite, que tu me dises ce que tu es en train de faire au niveau de ton gouvernement, au niveau de ton pays, pour essayer de trouver des solutions à ces problèmes que tu viens d'énumérer. Marie, qu'est-ce que ça t'inspire, ce qu'elle vient de dire cette année-là? Ramata. Peut-être que mon nouveau nom va être Marie, mais bon, je ne sais pas qui s'appelle Marie, mais j'adore mon Ramata. Donc, non, mais Marie, en fait, je partage le sentiment de cette année-là, excuse-moi, je partage le sentiment un peu de frustration que je sens dans sa voix de cette année-là, quand on voit effectivement que malgré toute la richesse dont l'Afrique dispose, malgré cette diversité qui fait sa force, malgré cette jeunesse et malgré toutes les richesses du point de vue, de nos ressources naturelles, intellectuelles, démographiques, effectivement, les problèmes qu'il a évoqués demeurent. C'est le mariage précoce, c'est tout l'ensemble des violences. C'est également le nombre d'enfants hors système scolaire. Donc, je peux comprendre. Je me souviens maintenant combien de conférences est-ce qu'on a organisé du point de vue international et continental, effectivement. Donc, il y a eu des progrès, certes, il y a eu des progrès du point de vue de l'éducation des filles. L'accès a fait cause très peu de problèmes dans les pays. C'est ce qu'on doit tacler en ce moment. C'est justement le maintien des filles à l'école. Le maintien des filles à l'école qu'on doit renforcer en luttant justement contre le mariage précoce, en renforçant le pouvoir économique des femmes pour que les familles puissent laisser les filles aller à l'école. C'est vraiment lutter contre l'ensemble des violences qui affectent les filles, les mutilations sexuelles génitales. Et je pense qu'à ce niveau, il y a nécessité de renforcer en fait l'échange de partage de connaissances et d'expériences en pays africains, ce qui est extrêmement important. Il y a nécessité de renforcer également la coordination du point de vue des actions, parce que beaucoup d'initiatives sont en train de naître, mais comment faire justement pour qu'on puisse parler autour d'une même table? Et c'est la raison pour laquelle, en tout cas de notre côté, l'ISESCO, nous avons mis en place récemment, le directeur général a mis en place récemment une initiative qu'on appelle la coalition globale humanitaire, justement, qui vise à mutualiser les expériences, les efforts et justement renforcer la synergie pour plus d'actions en mettant autour de la table le secteur privé, les chercheurs, les politiques, les décideurs à tous les niveaux, justement, pour qu'on puisse faire le point sur ce qui se passe et surtout rationaliser les ressources. Rationaliser les ressources les ressources financières qui se font rares et valoriser également les ressources humaines. Donc, je pense que je partage en partie, effectivement, ce que Stenella dit, mais que, bon, il faut certes reconnaître les efforts que certains pays sont en train de faire, mais que tous les pays ne sont pas à niveau. Il y a nécessité de renforcer les dialogues, de tirer les leçons et de voir quelles sont les pratiques les pratiques innovantes qui ont un impact positif et comment justement les mettre à l'échelle. À ce niveau, une organisation telle que la nôtre est en train de travailler sur ça, justement sur l'identification des bonnes pratiques à tous les niveaux pour qu'on puisse avancer. Et pour un peu parler aussi du Covid, je pense qu'il serait important peut-être de renforcer aussi les initiatives que nous, de notre côté, en tant qu'ISESCO, avec les partenaires avec lesquels on travaille aussi, nous sommes en train de renforcer le volet recherche. Et du point de vue du volet recherche, le directeur général a lancé assez récemment également un prix pour primer, en fait, pour le prix pour motiver, primer, valoriser la personne morale ou individuelle qui va trouver le vaccin ou le remède contre le Covid. Ça également, c'est des initiatives à renforcer, à valoriser et surtout, encore une fois, le dialogue. Et ce dialogue pour nous, c'est cette initiative qui concerne la coalition globale humanitaire, qui concerne les sociétés que nous voulons. Pour nous, c'est cet ensemble d'initiatives qui vise à mutualiser, renforcer, regrouper pour parler du même voix, ce qui est extrêmement important. Alors, pour prendre ce que tu viens de dire par rapport à mutualiser, etc., et par rapport à des partenaires
ou des partenaires financiers, cette année-là nous disait que c'est difficile parce qu'effectivement, l'aide n'est jamais neutre. L'aide est toujours liée. Il y a des exigences quand on vous apporte l'aide. Et Malcolm disait de ce temps-là, n'attendez pas à ce que celui qui t'a mis à genoux t'aide à te remettre debout. Et je pense que c'est un problème sur lequel l'Afrique devrait se pencher par rapport à cette aide, entre guillemets, parce que la plupart du temps, c'est des structures qui nous ont colonisés et qui vont vouloir continuer à imposer, entre guillemets, un système qui va nous mettre toujours dépendants à leur aide. Et comment pouvons-nous maintenant, en 2020, après 60 ans d'indépendance de nos pays, comment pouvons-nous, à présent, entre Africains, faire en sorte que la division francophone-anglophone ne soit plus un frein à notre unité et à notre développement? Et je pense que ça, c'est une question fondamentale en Afrique. Comment pouvons-nous faire? Parce que si tu ne peux pas parler à l'autre, comment tu peux faire en sorte que vous puissiez faire des choses ensemble? Alors, si effectivement, cette division anglophone-francophone est tellement forte qu'elle nous empêche d'avancer, que pouvons-nous faire? Némarima, je mettrai l'accent sur ce financement. Ce financement, je pense que c'est une problématique extrêmement importante, cruciale, qui doit nous amener à repenser. Pour moi, quand je dis qu'il faut repenser les paradigmes, c'est qu'il faut aussi repenser les modes de financement. Devons-nous aller vers plus de financement endogène? Je pense que le contexte du Covid, qui encore une fois a révélé toute notre vulnérabilité à tous les niveaux, du point de vue économique, du point de vue de la faiblesse de nos résiliences, nous l'avons senti sur l'importation, comment dire encore, des différents produits au niveau de l'Afrique. Le monde est fermé. Qu'est-ce qui se passe? Avons-nous suffisamment de, comment dire encore, de denrées alimentaires? Je veux dire, est-ce qu'on a une autosuffisance alimentaire qui nous permet de pouvoir résister? Beaucoup d'organisations telles que la FAO ont récemment fait des déclarations justement sur les risques d'insécurité alimentaire qui risquent de frapper certaines communautés au niveau international et en particulier l'Afrique. Donc, le financement endogène est quelque chose d'extrêmement important. Nous devons aller à plus de résilience. Comment arriver justement à renforcer ce financement endogène du point de vue de la valorisation des ressources que nous avons, du point de vue également de l'implication, d'une meilleure implication du secteur privé. L'Afrique je veux dire, nous avons des hommes extrêmement riches, des philanthropes qui peuvent investir au niveau de l'Afrique. Donc, c'est important également que de ce point de vue, que les problèmes de l'Afrique puissent être pris en charge par les Africains eux-mêmes. Et par rapport à ces financements, en tout cas, nous, de notre niveau, au niveau de l'ISESCO, nous essayons de sensibiliser, de plaider pour une meilleure implication du secteur privé, pour le financement des programmes, pour la résolution des problèmes qui entravent le continent. Comment faire pour accélérer le développement du continent, justement en renforçant l'autonomisation des jeunes, l'autonomisation des femmes. Et pour moi, c'est à travers l'agriculture. L'agenda 2063 met l'agriculture au cœur du développement de l'Afrique. Mais comment faire justement pour que cette force qui constitue cette jeunesse qui constitue la force de l'Afrique, ces femmes qui constituent la force de l'Afrique, comment faire justement pour que ces femmes et ces jeunes puissent être au cœur également du processus agricole de notre continent. Et pour moi, c'est ça aussi le financement, c'est ça le développement. Un financement suppose un ensemble d'activités, comment dire encore, qui peuvent avoir un impact économique extrêmement fort. Et ça aussi, c'est l'Afrique. Et encore une fois, du point de vue de l'ISESCO, nous sommes aussi pour la valorisation de tout ce qui est savoir endogène. Et savoir endogène, en ce moment, nous sommes en train de voir des innovations. Le contexte du Covid nous a montré que les jeunes sont en train de créer sont en train d'apporter une contribution énorme en créant des initiatives communautaires, justement pour lutter contre le Covid. Dans certains pays, c'est
c'est des, comment dire encore, nous avons vu des jeunes des chercheurs qui ont créé des respirateurs artificiels, d'autres qui sont en train de développer des instruments de lavage communautaire demain. Et pour moi, c'est cet ensemble d'innovations doivent être promues. Au niveau de l'ISESCO, nous allons déjà, d'ici très peu, mettre en place, lancer un programme justement d'assistance à, comment dire encore, à l'entrepreneuriat de ces jeunes et des femmes à travers l'innovation, avec, comment dire encore, une assistance financière qui leur permet justement de pouvoir produire en grande quantité et de pouvoir distribuer gratuitement justement pour venir en aide aux États. Merci beaucoup, Ramata. Stanella, I think I asked you to try and help us understand, since you've been on at the level of the International Intergovernmental Organization, which, international organization which you served as UNICEF, but you also have served at the national level, and you've seen, you know, you've been frustrated seeing how aid could impair development, and how you now at the position where you are, where you can say no or yes, you have said no, we don't want this aid because it's not in the benefit of my country. So I would like you to tell us how you see things could evolve in the future as to the lessons learned from Jomtien to today. Yes. Stanella. Yes, it has been a long journey from Jomtien to today. And looking at the situation now, I know governments have tried in terms of getting children into school, getting children to participate in school. That has been a success. We have more children going to school now. The percentage of access has increased. But still, what is the problem is that our children are not learning at the desired levels. They are not meeting the goals for learning. The learning outcomes are still very poor. And that is right from the beginning. Au niveau fondamental, au niveau du primaire, les trois premières classes du primaire, les enfants ne peuvent pas lire, ne peuvent ni lire ni écrire. Yes, la majorité, the majority of our children, we have these tests of learning achievement almost every year. And it's the same story. They're not learning. And you wonder why they're not learning. And yet you have such large funds coming from partners, pouring funds into these countries. And at the end of the day, you read l'analyse de la situation, c'est très négative. Très négative. It's always children are not learning. Children have not accomplished the goals. And you wonder why. C'est la nature de cet investissement, vraiment. I think that if partners want to invest in our African countries, they should invest in infrastructure, in reinforcing human capacity, institutional capacity, not investing funds in training teachers who have already been trained by the training colleges. The thing is, the investment should be at the training college level. That's basic. Because they are bringing out qualified teachers. I think there should be a preventive approach, investing in the training colleges, in the universities, in their infrastructure, in their methodology, and so on, giving them what they need to train good teachers. That's what we need. So that when the students graduate, we can be sure of having capable teachers for our schools. But most of the time, they come to invest the funds on teachers that are already in the service. It's like bandaging. It's like curing something which has gone wrong somewhere. And I think in as much as we need in-service training of teachers, I think there should be greater investment at the training college level, in structures, in building our structures, reinforcing these structures, building human capacity, giving us the abilities, the capacities that we need to be able to do things for ourselves
rather than bringing others from outside who may not be familiar with our context. That's the problem. That's what I see as the basic problem, the nature of the investment. Thank you very much. I see that we have a lot which can be done concerning your point of view, and I do agree in that point, because if you train teachers who are already trained, but what they have doesn't really fit the needs, you better go and train from the trainer. And of course, that is what should be done. I really thank you so much, my dears, to having been able to join us on this special day, Africa Day. And I'm so happy that we could show that Africa Day is also in French and in English. And I thank you for having insisted that we should also talk, speaking to use English also. So I thank you very much, Stanella from Sierra Leone. I thank you, Ramata from Rabat, and I hope that through the years to come and through the months to come, we are not, as Ramata said, celebrating Africa should be a daily thing, not just one day. But this is a special day where we would like in the future to show that we've come a long way and we've achieved a lot. And I think that we are achieving a lot at this moment. We are achieving. We just have to put them together, pull strings together, and make that English and French should not be a something that prevents us to achieve our unity. Donc, je vous remercie infiniment